Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te laisser la parole, tu peux commencer. Merci. Je m'appelle Clément, je suis un alcoolique, puis je suis content de vous parler ce matin. D'ailleurs, je parle assis. Moi, je parle jamais assis, mais là, je suis dans un petit studio assis, fait que c'est le fun, peut-être un peu plus confortable. Alcoolique anonyme, quand on partage, on suggère de diviser en sections ce qu'on était, ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Puis ce que je vois, c'est qu'avec le recul, je me rends compte que la progression du mouvement AA se fait à mon insu bien souvent. Fait que si je vais vous raconter là un peu ce qui monte, j'essaie de rien préparer, puis depuis quelque temps, j'ai une inspiration différente. J'ai toujours laissé monter ce qui m'habite. Pendant des années, il a toujours monté la même affaire, pas mal la même histoire, sauf dans les 6 derniers mois, j'ai perdu cette inspiration-là, puis là, j'en ai une nouvelle qui me déstabilise parce que pendant des années, c'est toujours la même chose qui monte. Ça fait que je vais essayer de vous décrire ce que je vis aujourd'hui. Ce qui m'inspire aujourd'hui. Dans la littérature, je vais commencer avec ça, là, dans la littérature, dans la 12e étape, Bill y explique que, selon lui, après que des scientifiques soient venus faire un sondage parmi les membres AA pour essayer d'avoir un portrait type d'un alcoolique, ils l'ont trouvé. Puis le résultat, AA a été déçu du résultat parce que les scientifiques sont venus avec un rapport qui disait qu'un alcoolique est un bébé gâté, hypersensible, puis rêve en couleur. Puis là, Bill, il dit, on a reçu le résultat, on a été déçus. Puis après réflexion, ils se sont rendus compte qu'on souffre tous. C'est rare que Bill, il va mettre tout le monde dans le même paquet. D'habitude, plusieurs d'entre nous, certains d'entre nous, il dit, on souffre tous d'insécurité anormale. Quand j'ai entendu ça, moi, c'était comme une révélation parce que en réfléchissant, je me suis rendu compte que dans mes messages avant, j'avais toujours une description de mon état du moment quand j'étais petit, comme étant une cheville carrée d'un trou rond ou d'avoir l'impression que je suis pas à ma place puis que je fais pas partie des autres. Puis quand j'ai lu l'insécurité anormale, là, j'ai vu que j'avais de la misère. À la base, là, j'avais une impression d'être à part de la race humaine, de pas fitter dans la gang. Puis ça m'a... je pense que moi, quand j'ai grandi, j'ai pas... souvent, je vais entendre les gens qui disent « Moi, j'ai été habité, j'avais des peurs. » Moi, j'avais pas les peurs, mais j'avais l'impression que j'étais en dehors. J'étais comme, pas un mouton noir, là, mais réellement une cheville carrée d'un trou rond. J'avais comme pas ma place. Puis cette insécurité anormale-là, moi, j'ai fait le lien, là, carrément avec ça. Fait que dans l'adolescence, je vais commencer à consommer... Mon père, c'est un alcoolique. Il va être membre jusqu'à son décès. Là, il a arrêté de boire, je pense, à 40 ans. Ça fait que moi, dans ma jeunesse, je souffrirai pas de l'alcoolisme parce que quand je viens dans ma famille, moi, j'ai fait du pensionnat. Là, quand je viens dans ma famille à 9 ans, mon père, il est dans ses derniers 1000. Je pense qu'il reste 2 ans à consommer, puis il est plus jamais à la maison. Puis quand il est là, il dort. Tu sais, il est tellement sous. Ça fait que j'ai pas de regard négatif. Puis quand je vais commencer à consommer, je me rends compte que l'impression d'être à l'extérieur de la race humaine, il n'y a plus de ça. C'est comme, c'est le fun, c'est léger, j'ai du fun, je ris, je suis avec mes amis. Je développe un côté, je dirais, une ouverture sociale.
Moi, je vais vivre un social où je me questionne plus, où j'ai plus l'impression d'être à côté des autres. J'ai l'impression que je fais partie. Mais ça, c'est inconscient. Moi, je réalise pas ça là à 13, 14 ans. Je vais adorer ça. Ça fait que c'est facile. Puis moi, la facilité, étant donné que dans ce temps-là, la paresse, c'est probablement ma plus grande qualité. Moi, les efforts, j'aime pas ça. J'aime m'amuser. Fait que l'école, ça sera pas fort. Je foxe l'école souvent. Je vais avec mes petits amis. On s'agite dans ce temps-là. Je vole ma mère. Ma mère est couturière à domicile. Elle reçoit des clients. Puis moi, le vol, quand t'es paresseux, c'est le fun. Le vol, c'est une bonne porte de sortie pour avoir de l'argent. Tu sais, quand j'ai sorti du pensionnat, à 10-11 ans, mon père, pour me responsabiliser, il m'avait inscrit là, pour livrer le journal. Puis je livrais le journal, mais dans mes années, moi, j'étais un peu plus vieux, là, quand on lisait le journal. Quand on livrait le journal, j'arrivais chez les clients à 6 heures le matin, puis il y avait des pintes de lait en vitre avec l'argent dedans. Parce que le laitier, ce qu'il faisait, lui, il ramassait la pinte vitre, puis il en mettait une pleine qui était déjà payée. Moi, j'arrive avec mon journal, puis je vois de l'argent dans la bouteille. Fait que moi, je vais prendre l'argent, je vais me ramasser un beau pote, puis je vais me faire pogner, là, éventuellement. Tu sais, je vais pas... C'était pas trop brillant dans ce temps-là. Il faut dire que je suis un impulsif. Hein? Moi, je pensais que j'étais intelligent, puis c'est pas vrai. Je pense vite, mais je suis très lent à réfléchir. C'est un impulsif. On appelle ça un impulsif. Fait que je vais me faire pogner avec un paquet de change là, dans ma chambre, puis quand je vais commencer à consommer, je vais voler dans sa coche à ma mère. Je suis capable de traiter mes petits amis quand on foxe l'école. Là, je vais acheter du Baby Doc ou 3-4 cochonneries là, qui vendaient pas cher dans le temps. Là. Puis je vais consommer. Moi, j'ai du plaisir, là. Les relations avec les filles, les petites danses, ça va commencer. Je vais vivre une expérience sexuelle qui est à 13 ans, qui est pas normale à 13 ans, qui fait que je vais commencer à vouloir coucher avec des filles rapidement, là, plus jeune que j'aurais dû. Puis il va arriver à 15 ans, il y a une fille qui va tomber enceinte. Là, je vais essayer de faire face à l'affaire, mais ça marchera pas. Fait que je vais me sentir un peu coupable de ça. Que je laisse un enfant en arrière, là, puis moi je vais consommer à boire, je vais continuer à boire. Puis à un moment donné, 3-4 ans plus tard, là, j'ai comme moi, peut-être 2 ans plus tard, j'ai 17 ans. Puis je reviens de mon bar favori, je vois la petite fille, là, elle a 2 ans, puis je sais que c'est ma fille, tu sais. Puis ça m'affecte, ça me fait mal en dedans, là. Moi, je suis adopté. Ça fait que moi, laisser un enfant, là, c'est comme j'ai un lien spécifique avec ça. Ça fait que je reviens chez nous, je suis en envers, je prends 3-4 bières, puis je m'aperçois que ça s'en va. Puis là, je vais réaliser, à ce moment-là, à 17 ans, là, quand je prends les 2-3 bières, je me rends compte que mon sentiment de culpabilité s'en va. Là, je vais me rendre compte qu'avec l'alcool, je suis capable d'enterrer à peu près n'importe quoi. C'est comme je m'en fous. Quand je suis chaud, je m'en fous de ce que j'ai fait ou de ce qui est arrivé. J'ai compris d'en haut que l'égoïsme, l'égocentrisme, là, nous le croyons, est la cause de tous nos problèmes. C'est ça qu'on dit dans le gros livre. Puis j'ai compris d'en haut que ma maladie fait que quand je vis une situation ou quand il arrive une situation dans laquelle je suis impliqué, ma première réaction, c'est toujours regarder à travers mon nombril, moi, comment je vais être affecté. Puis encore aujourd'hui, je dois être vigilant parce que c'est encore une première réaction qui m'habite, ça. Il va arriver quelque chose dans mon entourage immédiat, puis je regarde toujours en premier comment moi je suis affecté. Puis aujourd'hui, là, j'ai un peu plus de recul qui fait que j'agis pas tout de suite ou je saute pas aux conclusions tout de suite. Puis là, je me laisse un peu de temps pour essayer d'enlever mon regard de nombril pour avoir un peu, c'est comme la face collée sur l'arbre, là. Tu sais, j'essaie de me donner un peu de temps pour être capable de voir un peu plus la forêt, là, puis qui sont affectés, puis qu'est-ce que ça fait, au lieu de regarder ça à travers mon nombril. Mais dans mes années d'alcoolisme, moi, cette affaire de nombril-là, ça va me suivre tout le temps. Il y a une fille avec laquelle je vais sortir sur une base régulière, là, je suis très infidèle, moi, là, mais elle me reprend tout le temps. Puis, à un moment donné, elle va se tanner, là, je suis rendu à 19 ans, puis elle va me menacer de me laisser. Là, la peur va me pogner, puis je vais demander de me marier, puis elle va me dire oui, tu sais. Puis, en réalité, la seule bonne chose qui va sortir de ça, c'est qu'il va avoir des enfants qui, aujourd'hui, me comblent avec des petits-enfants, là. Mais sur le coup, cette fille-là, moi, je vais lui faire vivre ma maladie
jusqu'à temps que j'arrive à Alcoolique Anonyme. Fait que ça va être de l'égocentrisme à l'extrême, tu sais. Comme je suis paresseux, moi, j'ai pas travaillé dans cette période-là. Là, je me marie à 19 ans, je vais arriver d'en haut à 29. Moi, de 19 à 29, ce que je vais faire, c'est du dégât dans ma famille. Je travaille pas, c'est ma femme qui travaille. Je laboure de menterie. Je suis à la taverne presque tout le temps. On s'en va nulle part. Sa mère, qui est la belle-mère, elle a même pas beaucoup, je sais pas pourquoi, là, je pense que la manière que je traite sa fille, elle est pas contente. Mais elle vient, les enfants vont arriver dans notre vie, là, puis elle vient une fois ou 2 semaines avec des sacs du IGA, tu sais, elle vient nourrir mes enfants. Mais dans mon égocentrisme, moi, je vois que mon orgueil est blessé. Puis dans mes années, c'était encore un peu l'homme, le pourvoyeur, là. Ça existe encore, ça, cette tendance-là, là. Fait que, mais c'est ma femme qui travaille depuis tout le temps, là. Mais moi, je prends ça personnel, puis mon égocentrisme fait que quand la belle-mère s'en va, je vais avoir le front de donner de la merde à ma femme, tu sais. Ta mère, elle me prend pourquoi, je suis quoi ici, c'est rien. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. La boisson va prendre de plus en plus de place. Elle va commencer à me menacer. Elle va commencer à essayer de me mettre le dos au mur pour que je me prenne en main. Mais tout ce que je vais faire, c'est de commencer à cacher de la boisson, commencer à compter des menteries, que je m'en vais pour une job, je me sauve à la taverne. Puis, moi, dans les années je dirais de 22, à peu près 23, à mon arrivée en A, ça va être une déchéance qui fait que dans le mouvement, pour vous donner un aperçu, dans le mouvement, on décrit souvent la progression comme un cocombe qui est trempé dans le vinaigre puis qui devient un pickle. Puis moi, je crois que à mon insu, c'est exactement ce qui est arrivé. Ma maladie a progressé au point où c'est plus moi qui contrôlais l'alcool, mais je le voyais pas ça. Moi, dans ma tête, c'était de vouloir buzzer de plus en plus. Insidieux, sournois, déroutant. Hein? C'est comme ça qu'on qualifie la maladie d'Alcoolique Anonyme. On va s'arrêter pour une petite pause, Clément, puis on revient tout de suite après. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Clément. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre et choisi par notre invité. Page 93 du gros livre. Chaque matin, au cours de notre méditation, nous demandons à notre Créateur de nous enseigner la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour. Voilà. Merci Clément. Ça me parle énormément, ce texte-là. Fait qu'on revient. Ma progression de 22 à mon arrivée d'Alcoolique Anonyme, où je suis arrivé à 29 ans, ça fait que ce 7 ans-là, ma femme, elle va vivre l'enfer. Ça n'a pas de bon sens. Je suis jamais là. Quand je suis là, moi, je me lève le matin avec une bière jus de tomate, là, à tous les jours, constamment. Dans mes années, il y a en plus toutes sortes de produits dérivés là, pour aider à la consommation. Je suis à la taverne à tous les soirs jusqu'à la fermeture. Gaétan, le waiter, les met dehors pour vous donner une image. La taverne, là, les chaises sont ses tables. Le monsieur est en train de passer à la mop là, pour nettoyer pour le lendemain matin. Il reste une personne assise, c'est moi. Puis là, il va venir me voir puis il va me dire « Regarde, Clément, il faut que je ferme là, des crises, là, tu sais. » Puis je me revois, la taverne, c'est le fun, elle est à un coin de rue chez nous, là, fait que je m'en vais sur le trottoir, là, ben chaud, je manque de tomber, tu sais, puis ça, c'est quotidien. Puis je vois pas que... Je suis pas fou. Je sais que ma vie, je m'en vais nulle part, mais j'y peux rien, là. La soif est là. C'est comme l'alcool a pris la place. Quand je suis chez nous dans le jour, là, j'ai caché de la boisson, puis il y a un samedi, là, dans cette
période-là, 17 ans, là, il y a un samedi où je vois tout le mal que je fais, tous les mensonges que j'ai mis, puis là, je suis réellement pas fier de moi. Je suis rendu avec 2 enfants dans la maison, puis je vais essayer d'arrêter de consommer de moi-même. Là, je vois que ça n'a plus de bon sens. 4 heures plus tard, on est samedi après-midi, je vais inventer une chicane pour pouvoir sacrer mon camp puis aller à la taverne. J'ai soif, puis je suis plus capable de rester dans l'environnement. J'ai trop de pression. Mentalement, j'ai trop de pression, pas physiquement. Cette maladie-là, quand on... dans la méthode qu'on parle de désordre émotif et mentaux, moi, ce samedi-là, pour moi, c'est frappant. C'est pas la soif, là. C'est mentalement, je veux sortir de là, j'en peux plus. Il y a une pression là qui fait que je me sauve. Il faut que je me sauve à la taverne pour aller boire, pour calmer ça, ce mental-là. À 2 reprises, là, dans le 7 ans en question, je vais essayer de m'en sortir. La première fois, ma femme elle me met encore le pied au pied du mur, elle me menace de s'en aller. Puis je vais essayer d'aller me chercher un travail, mais comme je vous ai dit, je suis pas très vaillant. Je fais les annonces dans le Journal de Montréal, puis je vois qu'on demande un DJ 6 soirs par semaine de 9 à 3. Puis ça, je me dis, moi j'aime la musique, je me dis, une ouverture d'une nouvelle discothèque, et je vais aller passer l'entrevue. J'ai l'impression, il faut que j'essaye sur un mixeur, là. J'ai l'impression que je ne l'ai pas pantoute, mais le propriétaire, lui, c'était un bar-salon qui a tout défait, là, puis il veut ouvrir une discothèque, fait qu'il est comme pressé. Puis il va me dire, tu vas l'avoir, c'est un Italien, là, il me crisse une claque sur le bras, puis il dit, ça va être bon, ça va marcher. Fait que là, je vais commencer ma carrière de DJ jockey. Puis moi, je suis pas fou, là. Je le sais que je suis comme un sans-cœur, là, tu sais, comme un tout nu. Je le sais. Fait que là, par contre, tomber DJ jockey, là, ça va me monter à la tête. Je vais devenir un DJ jockey professionnel. Puis la discothèque est à côté de Côte-des-Neiges puis la rue Lacombe, où ce qui est l'hôpital St. Mary's. Fait que on est là, j'ai 24 ans. On est en 1980. Le Saturday Night Fever vient de sortir. La discothèque, c'était à la mode. Le monsieur, il a fait une belle job au niveau des rénovations. Ça fait que les infirmières à côté, après le chef, ils viennent voir que ça a l'air, la discothèque, c'était à la mode, le disco. Puis la place, ça va se remplir vite. Puis le monsieur, il va penser que c'est à cause de ma performance, tu sais, que le monde vienne là. Mais en réalité, c'est pas vrai, c'est parce que c'est à la mode. Mais moi, ça me monte à la tête, cette affaire-là. Puis là, je vois que le monsieur, il m'avait fait un petit coin là avec une table tournante, puis 2 boîtes de disques. Puis il va tout défaire ça, puis il va faire un gros setup avec une immense table, avec... un immense comptoir là avec 2 tables tournantes montées sur des caoutchoucs, un bout de bar qui avance, puis il met un grand miroir en arrière de moi pour que les gens ils me voient mixer dans le miroir qui est en biais en arrière de moi. Moi, je vais regarder ça, puis dans ma folie, je vais me dire si je me mets des culottes blanches, pas de short, les filles ils vont me voir le cul dans le miroir puis ils vont me payer des drinks. Voyez-vous comment je suis atteint là mentalement? Fait que là, ça fait quelques années. Moi, j'ai commencé à boire à 13 ans. Là, j'en ai 24. Fait que je suis rendu bon. Là, fait que quand je commence ma performance à 9 heures, je bois pas tout de suite. Moi, j'attends de consommer vers minuit et demi. Parce que je sais qu'à 2-3 heures du matin, là, je vais être faite. Mais quand le miroir est installé, puis j'arrive avec mes culottes blanches puis le cul à l'air, là, je réalise pas que si j'ai réussi à séduire des filles, ben je vais commencer à boire plus de bonne heure. J'ai pas pensé à ça. Je vous ai dit tantôt, moi, je suis un impulsif. Je réfléchis pas. Fait que première semaine, ça passe, puis je reçois pas de drink. Fait que j'étais un peu déçu. Deuxième semaine, à 9h15, il y a le waiter, il arrive avec un drink. Là, je suis content, là, je suis fier de moi. Et là, j'ai dit, hey, merveilleux, c'est qui? Là, il me fait signe, la fille dans le coin, là, je la regarde, je la trouve laide, mais je fais signe, merci, bon, merci beaucoup. Puis moi, dans ce temps-là, je vais la remercier pour son drink en nature. Tu sais, je vais la payer en nature le lendemain matin. C'est comme ça que je fonctionne dans ces années-là. Vois-tu comment j'ai pas d'allure, tu sais? Puis quelques semaines plus tard, en commençant à boire plus de bonheur comme ça, je vais commencer à affecter ma performance de DJ jockey. Fait que il y a un soir, là, on est vendredi, je pense que c'est à peu près minuit. La piste de danse dans la discothèque est à ma gauche. Puis je suis chaud pas mal, puis je vais enlever le disque qui joue
au lieu du disque qui joue pas, là, tu sais. Fait qu'imagine un vendredi et minuit, c'est plein de monde, boum, tchikou, boum, tout le monde danse, fait que, whoop, il n'y a plus rien. Fait que tout le monde se revient vers moi, là, je suis comme, oh, pardon, excusez. Puis le petit boss, là, l'italien, il est toujours à l'autre bout de la discothèque, collé sur le cash, là, à côté de la caisse, puis il watch la gaffe, tu sais. Fait que là, je vais lui faire signe, excuse, puis 2-3 semaines plus tard, un samedi, je vais faire ce qu'un DJ professionnel fait pas. Il est 1h et demie du matin, c'est noir de monde, puis je vais encore enlever le disque qui joue, mais là, je suis trop sous. La main va me partir sur le disque, là, tu sais, ce que ça fait, une aiguille sur un disque, là, ça va, là, je vais perdre ma job, je vais être déçu, tu sais, c'est comme une mini-dépression que je vais vivre, là. Je suis très déçu. Pour moi, c'était comme une carrière que je me voyais. Fait que je vais retourner à la taverne. Je vais consommer juste un peu plus. 2 ans plus tard, ma femme est encore enceinte de notre 3e enfant. Puis un matin, je m'en vais au dépanneur, j'ai plus de bière. Là, je m'en vais au dépanneur dans ma minoune. Puis là, ça me flash que j'ai une famille. Ça me flash que je vais avoir 3 enfants, que j'ai une femme, puis je m'en vais nulle part dans la vie. J'ai 27 ans. Ça fait 8 ans que je suis marié, puis j'allume à ma réalité. Pour moi, c'est important de vous conter ça, parce que quand je vous expliquais tantôt que je vois la vie à travers mon nombril, encore aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple flagrant de que l'alcool va prendre toute la place dans mon être, qui fait que ça va prendre un 3e enfant pour dire « Hey, regarde, là, t'en as 2 autres, là, puis t'as une famille, puis tu te fais couper le téléphone souvent, tu te fais couper l'électricité de temps en temps, la belle-mère vient nourrir les enfants. » C'est comme ça n'a pas de bon sens. Je vais essayer, suite à cette prise de conscience-là, là, je vais essayer de changer. Je vais, de moi-même, je vais faire des démarches pour aller me chercher un emploi. Et je vais me ramasser commis dans une petite compagnie, étant donné un job d'étudiant que j'avais eu là quand j'étais jeune. Ils vont me prendre commis et je vais essayer d'aller travailler à tous les jours puis de faire un travail honnête. Je vais pas dîner à la taverne parce que moi, dès mes premiers emplois, moi, j'étais à la taverne le midi à consommer. Fait que pendant 1 an, je vais aller voir mes amis à la taverne. Ma table à la taverne, on était 3, toujours les mêmes 3. On s'est les 3 retrouvés dans A. Ça, c'est drôle. Mais je suis pas surpris. Puis, à la fin de l'année, j'ai l'impression que j'ai le contrôle. Ça, pour moi, c'est la pire des illusions. J'ai l'impression que j'ai le contrôle parce que je me fais plus couper le téléphone. Je me fais plus couper l'électricité. J'ai l'impression que ma femme a crie moins. J'ai l'impression que j'ai le contrôle. Très dangereux. Le patron, il va lâcher l'entreprise, puis les propriétaires sont à Winnipeg, ils prennent l'avion, ils viennent à Montréal, ils font une annonce dans le journal pour passer des entrevues, puis je vais être dans le paquet de candidats pour les entrevues, puis je vais me ramasser avec la job. La job, ça s'appelle un directeur administratif. Pour un tout nu, avoir des titres de même, c'est un peu, ça chavire un peu, tu sais. Fait que moi, je me suis enflé la tête, je regardais ça, j'ai tombé avec un compte de dépenses, un char de compagnie, un bureau qui barre, je suis en charge de 117 employés, puis les boss sont à Winnipeg. Fait que moi, je regarde ça, puis je me dis, un boss, ça rentre à 10 heures le matin, ça part dîner à 11 heures, ça revient à 2 heures, puis ça part à 4 heures. Fait que c'est ça que je vais faire. Mon bureau au bar. Fait que moi, j'arrive déjà pas mal chaud, là, vers 10h moins quart. Je barre mon bureau, puis je suis dans le café Cognac. À 11h, j'ai trouvé un club de danseuses pas loin. Là, je m'en vais me tenir là. À 2h, je reviens bien chaud. Je rebarre mon bureau, puis à 4h, je ressors, puis je m'en vais au 5 à 7. Tu sais, c'est comme ça n'a pas de bon sens, cette vie-là. Puis c'est bien évident qu'on récolte ce qu'on sème. Fait que je vais me ramasser dans un bas-fond terrible. Parce que dans ma folie de directeur administratif, il rouvre des terrasses à la Chine. Puis moi, je me vois dans un 5 à 7 à jouer au patron là avec le petit doigt en l'air, tu sais. Fait que je vais trouver une terrasse à la Chine qui est cute, la barmaid est belle. Fait que je vais commencer à me tenir là. Puis faut que je vous dise que mon habit de directeur administratif, c'est mon habit de noces. Là, ça fait 9 ans que je mets cet habit-là à la fête de mes enfants, à l'Action de grâce, à Pâques, à Noël, au jour de l'an. L'habit, là, j'ai plus de bord en bas, c'est de la frange, tu sais. Puis la bière, ça l'a déformé mon organisme au point où c'était des 3 pièces, là. Il y avait une petite veste en dedans il y a juste 2 boutons qui attachent en haut, puis le reste, ça fait comme
J'ai de l'air d'un oiseau, là, tu sais, ça passe sur le côté, là. Ça fait dur en esti, mais moi, je me vois pas. Écoute, je ris, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Hein? On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Merci, Clément. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour à tous, ici Lynn, en compagnie de notre invité Clément. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafois-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. unjouralafois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Ton image d'oiseau m'a fait rire tantôt, mais puis c'était drôle, là, l'image est drôle, mais en fait, c'est dramatique. Pour moi, c'est le début du bas-fond. Le début de mon arrivée à Alcoolique Anonyme se fait à mon insu. J'étais assis sur la terrasse, j'ai de l'air de la chienne à Jacques, finalement, si on regarde ça aujourd'hui, là, avec cet habit-là. Puis le pocheur de la place, il m'identifie comme un gorlot potentiel. Il vient me voir, puis il va m'offrir une drogue gratis. Moi, il faut que je vous dise qu'à ma table de 3 à taverne, un des 3, c'est le pocheur de la Chine. Fait que moi, je suis habitué d'avoir, Raymond, il appelait ça des samples. J'étais habitué d'avoir des samples. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, moi, gratis. Fait que d'avoir un cadeau, je suis pas surpris. Fait que le gars, il me donne sa poudre à coquerelle, là. Je vais essayer ça, puis il va m'en redonner parce que j'ai rien senti. Puis là, je vais avoir une révélation, là. Je suis capable de boire, puis j'ai plus d'effet, puis c'est merveilleux, puis j'ai de l'énergie, pour retirer 3 camions, là, tu sais, c'est merveilleux. Je vais en prendre 6 mois. Je vais tomber à 130 livres. Je vais bloquer toutes les châssis chez nous. Je vois des rats dans la maison. Je vais me griller d'un beau couteau Rambo parce que j'ai commencé à voler une banque. Là. Ça coûte cher, cette affaire-là. Là. Fait que j'ai commencé à voler mes employeurs à travers la banque. Je vais avoir un bat de baseball. Puis ma femme a décidé de faire chambre à part. Fait que je vais tomber la chambre des maîtres. Ça va être mon bar personnel. Puis je vais me tenir là à capoter, puis à voir les rats, puis la police partout, là. Quand je sors de la chambre, je pourrais aller chercher de la bière frette, là. Ma chambre, c'est comme rempli de canettes. Ça n'a pas de bon sens, l'affaire. Puis je me promène, mes enfants sont en train de jouer dans la maison. Moi, je passe en coup de vent, là, pour aller chercher de la bière. Je reviens, je rebarre la porte. Puis je panique dans mon affaire, tu sais. Je suis en train de devenir fou, puis je le sais. Dans ma consommation, je me suis rendu compte que ton cerveau s'en va jamais. Le malaise fond, mais le cerveau, il est toujours actif. Fait que je le sais que je m'en vais dans le mur. Je le sais que ça n'a plus de bon sens. Puis à un moment donné, je vais devenir, dans ma chambre des maîtres, je vais devenir tellement malheureux que je vais envoyer des picots rouges à Bédène. Puis c'est pas de l'eczéma. C'est que je vois pas de porte de sortie dans ma vie, puis je suis tellement malheureux que je veux plus vivre dans le Clément. Ça fait que je pogne le couteau, là, puis j'essaie de me le rentrer dans le ventre, parce que je veux plus vivre, tu sais. Mais ça fait mal, cette affaire-là. Fait que je la cote, puis je commence à pousser, puis là, ça fait aïe-aïe. Fait que là, je l'enlève, j'essaie à côté, aïe-aïe, c'est ça, mes picots rouges, tu sais. La mort dans l'âme. Je pense que ma femme a parlé à mon père de où je t'ai rendu dans ma maladie parce qu'un dimanche matin, il va arriver sur le fly, il cogne à la porte, puis Clément, viens faire un tour, on va aller faire un tour de tour. Pas capable de dire non. Fait que mon père va m'emmener en haut. Dans ce temps-là, son groupe, à Côte-des-Neiges, le manoir, ça s'appelait, gros groupe, 300-400 personnes, un immense gymnase rempli de monde. Moi, je vais m'asseoir en arrière parce qu'à 10 heures le matin, je suis bien magané. Moi, je viens de commencer à m'endormir vers 6-7 heures. Là, c'était long d'essayer de s'endormir avec le produit en question. Fait que je m'assois en arrière, bien magané, puis je regarde ça. En revenant, mon père, il me dit « Puis, as-tu aimé ça? » Ben, je dis le gars qui a partagé, j'ai l'impression qu'il n'avait pas le contrôle. Tu sais, je juge en arrivant, puis moi, ça fait le meeting a fini à midi. À midi et demi, je suis déjà dans mes produits chez nous, là, tu sais. J'ai pas compris rien. Mais mon cerveau de malade,
Le gars de 12e étape, il est allé en avant, puis il a dit une phrase que mon cerveau, que je comprends pas encore aujourd'hui, a enregistré. Roger, il a dit si tu tends la main parce que tu as besoin d'aide, AA va être là, tu sais. Puis ça, je l'ai enregistré. Je me souviens pas, je comprends pas pourquoi j'ai enregistré ça. Je crois que c'est Dieu. À l'intérieur d'un mois après, j'ai cassé. Il y a un mardi soir là, que j'ai capitulé, j'étais plus capable. J'ai comme sauté mentalement, là, j'ai craqué. Puis là, j'ai abandonné, j'ai abdiqué. Je suis plus capable, j'en peux plus, tu sais. Puis j'ai tombé endormi instantanément. Ça, encore aujourd'hui, c'est inexplicable avec les produits, la quantité que je prenais. Quand je suis arrivé à AA en 85, j'avais volé plus que 100 000 à la banque. Fait que au prix d'aujourd'hui, c'est beaucoup. 100 000 là, j'ai consommé ça, moi, 6 mois. Là, tu sais, c'est comme... J'étais magané. Fait que le lendemain matin, je me réveille, puis j'ai une obsession. Une obsession, je me suis rendu compte d'en haut, une obsession, c'était une idée que je nourris, puis ça fait comme une balloune, là, tu sais, ça grossit, puis à un moment donné, ça prend toute la place, je suis pas capable de penser à d'autres choses. Moi, c'est ça, une obsession. Puis là, mon obsession que j'ai, c'est de savoir combien j'ai volé, parce que c'était tous des petits montants, là, tu sais. Fait que je vais passer 3 jours à additionner sur un paquet de feuilles, là, tous les petits montants, puis je consomme pas. Moi, je suis comme obsédé de savoir combien. Puis après 3 jours, je me rends compte que je suis rendu à 100 quelques mille. Puis là, maintenant, il faudrait que je fasse de quoi, là? Tu sais, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean. Fait que j'ai eu 3 jours. Je regarde le montant, puis je décide d'y faire face, peu importe les conséquences. Ça, c'est pas moi. Moi, c'est un champion, une vraie couleuvre, là. Tu sais, il m'a menti, il m'a manipulé. Moi, je vais me sauver toujours des troubles. Puis là, ben, je vais faire face à probablement la plus grosse affaire qui est arrivée dans ma vie. Fait que le lundi matin, je rentre à la job, puis mes employeurs ils sont là. Ah oui, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la compagnie, puis je vais avouer. La police va venir, mais comme c'est déclaration volontaire, ils me laissent partir avec promesse de comparaître. Je vais arriver chez nous, je vais compter à ma femme qu'est-ce qui est arrivé. Elle va trouver ses trous, elle va prendre les 3 enfants, elle va partir chez sa mère. Moi, je peux pas vivre seul là, à ce moment-là avec ce que j'ai consommé. La minute que je suis seul, il y a une paranoïa qui monte, qui me paralyse, je commence à shaker, puis ça marche pas, là. Fait que je vais appeler mon père, je vais lui compter que ça fait 4 jours, je bois plus, puis j'ai besoin d'aide, puis il va me dire, on va mettre un petit lit dans le sol chez nous, puis je vais t'aider. Puis il va m'emmener à Ville-la-Salle à ce moment-là. Lui, il habite là. Il va m'emmener à un petit groupe le lundi soir. Puis je vais commencer à faire AA. Puis un jour, dans mon rétablissement, je vais entendre un psy à la télévision dire aimer, c'est d'être accueilli, encouragé, puis supporté. Puis moi, quand je vais entendre ça, je vais réaliser qu'AA va m'avoir donné ça à travers une quinzaine d'inconnus, parce que le petit meeting où je vais aller le lundi soir, c'est une quinzaine, là, c'est un petit groupe, mais c'est tous des inconnus. Mais je vais me rendre compte que ces gens-là, dès le premier jour, ils vont m'accueillir, ils vont m'encourager, puis ils vont me supporter sans me juger. Il n'y a pas personne qui me questionne. C'est comme bienvenue, assis-toi, on est content que tu sois là, écoute. Puis là, je vais comprendre à travers un partage dès mes débuts que le gars, il dit « Ah, c'est comme une parade. Reste pas sur le trottoir à la regarder passer. » Puis moi, mon cerveau de malade, il va enregistrer ça. Puis moi, j'ai comme besoin un peu d'attention. Fait que moi, dans la parade, je voudrais être le premier avec le bâton en avant, là, tu sais, qui swing le maître de la parade, là. Je voudrais que ça soit moi, tu sais. Fait que je vais comprendre que si je m'implique, puis je vais avoir de l'attention parce qu'il suggère de prendre des jobs. Fait que moi, j'ai 3 mois, puis le lundi soir, là, je fais le café, j'anime, puis je fais la littérature. Je vole des jobs aux autres, là, mais je le sais pas, je vole des jobs aux autres. Moi, je fais partie du groupe, j'aime ça. Puis à la fin du meeting, les gars, ils viennent me voir, ils me donnent une claque sur l'épaule, puis ils me disent « Clément, 3 mois, c'est merveilleux. » Moi, la claque sur l'épaule que j'ai, là, c'est le seul moment de la journée, le seul moment de la journée où j'ai l'impression que j'ai une valeur comme humain. Parce que les autres temps, je suis conscient de ce que j'ai fait, puis dans ma tête, je suis un pourri, tu sais. Ce que j'ai fait vivre à ma famille. Fait que ce bien-être-là, de la tape sur l'épaule, est très important pour moi. À mon arrivée, il y avait un groupe que le dernier samedi du mois, il y avait du meeting toute la journée. Puis mon père m'accompagnait dans les meetings, il me présentait à ses amis, puis il se tassait.
dès le départ, il m'a laissé développer mes relations moi-même avec les membres AA, puis je l'ai toujours remercié de ça. Fait que le samedi, là, j'ai à peu près 3 mois de mouvement. On est à ce groupe-là, là, qui a du meeting toute la journée. Mon père, il me donne un coup de coude, à un moment donné, il me dit « Hey, le gars qui vient de partager, ça te ferait un bon parrain. » Mais je dis, c'est un malade. Il dit, oui, il te ressemble. Fait que je vais demander à Richard. Ben, c'est pas vrai. J'ai voulu demander à Richard, mais là, j'étais trop gêné. Puis à un moment donné, il s'en allait dans le parking. C'est pas un gars du coin. Fait que là, je voulais pas le perdre. Fait que j'ai couru après. J'ai finalement demandé. Il m'a dit oui. Puis là, j'ai compté un peu mes affaires. Puis il m'a suggéré de commencer à m'atteler à une 4e étape. Parce qu'il voyait le poids que mes actions sur ma famille, le dégât que j'avais fait. T'sais. Fait que moi, ça m'a pris à peu près 3 mois de laisser monter ça tranquillement, là, le survol de ma vie jusqu'à ce moment-là. Puis à peu près 6 mois, je vais faire une 5e avec lui. Dans son sol, à la Côte-Sainte-Catherine. Je vais sortir de chez eux, puis j'ai l'impression que je porte pas à terre. J'ai l'impression, c'est comme je suis à peu près 6 pouces du sol, je marche sur un nuage. J'ai jamais revécu cette expérience-là physique. Là. Pour moi, c'est une expérience spirituelle. Il m'a suggéré plein d'affaires. Puis c'est ce que je veux vous emmener. Là. Je veux vous montrer finalement ce que AA va faire avec un égocentrique comme moi à travers le temps. Parce que le programme d'Alcoolique Anonyme, c'est les 12 étapes, c'est le parrainage, puis c'est de faire des réunions pour supporter mon rétablissement. Nourrir mon rétablissement, puis tranquillement, avec le temps, prendre la main à l'autre. Mais au départ, moi, je suis pas là pantoute. Fait que je fais du meeting, mais mon vol, ça va traîner pendant 1 an et demi avant d'avoir ma sentence. Fait que je comparais à peu près à 3 mois en cours. Puis, première, c'est comparaître, c'est reporté. Puis, finalement, après 1 an et demi, je vais avoir une sentence, puis je vais aller en prison dans AA, moi. Je trouve encore ça drôle aujourd'hui parce que j'avais commencé à travailler, là. Fait que le juge, il va me condamner 60 fins de semaine, une affaire de même. Ouais, c'est drôle, hein? T'as été en prison dans AA. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on dit dans AA? Les 3 portes de sortie, c'est la folie, la prison, la mort. Ouais. Et toi, t'avais déjà un pied dans le rétablissement. Ouais. Merci. On va s'arrêter pour une courte pause et on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice en compagnie de notre invité Clément. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866-ligne-AA ou si vous préférez, 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi, via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on est à notre dernier segment. Je te cède la parole tout de suite. Merci, Clément. Merci. Donc, je me ramasse en prison après 1 an et demi de mouvement. Puis là, je rentre à Bordeaux pour une fin de semaine. Le juge, je pense qu'il m'avait donné comme 60 fins de semaine. T'en fais 2/3. Que je rentre la première fin de semaine en cellule. OK, moi, je suis sobre, là. OK, c'est pas très drôle, mais je dois payer ma facture. La semaine suivante, je reçois un papier Bordeaux, c'est un peu comme aujourd'hui, là, un papier qui dit surpopulation, t'as plus à y aller la fin de semaine, t'as juste à y aller le dimanche de 8 à 3, puis tu t'en vas chez vous après, puis t'es plus dans la cellule, t'es dans un building à côté qu'on appelle la bibliothèque, puis t'as le droit d'emmener de la littérature. Fait que moi, pendant 6 mois à peu près, là, en tout cas, le temps, les dimanches que j'avais à faire, j'ai amené de la littérature à AA pendant 6 mois de temps.
pour moi, la sentence est très légère si je regarde ce que j'ai fait. Encore une fois, aujourd'hui, je sais pas si j'aime dire que j'attribue ça à Dieu, là. Soit ça ou le juge a fait une gaffe, là, je sais pas, mais je suis chanceux. Mon parrain terre à terre qui va m'aider avec la 6e étape, moi, en faisant du meeting, je réalise que l'aspect de la puissance supérieure, c'est quelque chose que j'aurais à développer. Je viens des pensionnats, puis à Québec, les pensionnats dans le temps, c'était un triangle avec un œil dedans, là, tu sais, puis on te watchait tout le temps. C'était ça, l'être suprême. Fait que j'aurais pas aimé ça, t'es toujours en état de péché, c'était, tu sais, pas bien le fun. Fait que quand je vois d'en haut qu'il faudrait que je développe une puissance supérieure, j'ai de la misère, j'ai pas d'ouverture à ça. Mais je comprends que les étapes, il y en a plusieurs qui en parlent. Je fais des intensifs à tous les 3 mois dans ce temps-là avec mon premier parrain là à Rougemont, puis il y a un petit père, là, le père Thomas, que je sens son amour juste à son contact. Tu sais, on ressent les gens. Hein? Puis lui, il va m'ouvrir une petite porte à ça. Qui fait qu'à un moment donné, je vais être à la recherche de quelqu'un d'en haut qui pourrait me guider. Je vais entendre un monsieur partager à peu près 2 ans de mouvement. Puis la spiritualité, lui, qu'il a, je la voudrais. Fait que je vais lui demander de me parrainer. Puis on a des atomes crochus naturels. Il va devenir mon meilleur ami, ce vieux-là. On va être 15 ans ensemble jusqu'à temps qu'il décède. Puis Jean-Paul, il fait beaucoup de recherches dans le domaine de la spiritualité, les fraternités, Boule Blanche, Rose-Croix, tout. En tout cas, il a fait beaucoup de recherches. Il va m'emmener des horizons très larges sur la spiritualité, qui fait que moi, je vais être capable de commencer à m'avancer là-dedans, puis dire, regarde, je peux faire mes recherches moi aussi, puis essayer de trouver une saveur de la spiritualité qui fait mon affaire. Puis c'est son exemple qui m'a amené à ça. Dans ces années-là, moi, je vais être 10 ans dans l'alcoolique anonyme à essayer de pas regarder la 6e et la 7e étape parce que je suis convaincu que Clément, c'est un pourri. Puis la minute que je m'approche à aller fouiller l'intérieur, je souffre. Fait que je veux pas aller fouiller là-dedans. Mon parrain, Jean-Paul, il voit ça. Puis j'ai la chance d'aller chez lui. Moi, une fois par semaine, le vendredi, je vais manger une soupe chez eux, puis on parle. Fait qu'on a un contact physique à tous les semaines. Puis il voit ma détresse. Puis il essaie d'ouvrir la porte quand il me... C'est drôle. Quand il me ramène à l'entrée chez eux pour m'en retourner chez nous, il me donne toujours la main puis il me dit, Clément, je suis fier d'être ton ami. Il essaie de montrer que on peut être aimé pour qui on est, tu sais. Mais moi, ça rentre dans mon oreille puis ça ressort par l'autre. Je suis pas capable d'accueillir l'amour de Jean-Paul parce que j'ai pas d'amour propre. Moi, mon amour propre, dans ces 10 années-là, je vais aller les chercher dans les relations. Tu sais, va te suggérer. Quand je suis arrivé, moi, on disait, essaye de pas être en relation avant 2 ans. Tu sais, moi, j'ai pas fait 2 semaines, il me semble. Là. Il y a eu un anniversaire puis je me suis embarqué d'une relation tout de suite. Fait que pendant 10 ans, moi, je vais fuir Clément. Finalement, c'est ça que je fais dans des relations. Puis je vais chercher finalement mon amour propre dans l'amour de la fille, tu sais. Moi, je suis pas capable de m'en donner. Rendu à 10 ans de mouvement, je vais vivre une Xème relation, puis il y a un petit enfant, là, son mari est mort d'un accident d'auto, puis elle a un petit gars là de pas 1 an, puis je vais voir qu'il fait du transfert, puis il va commencer à s'attacher à moi. Puis moi, je suis pas capable de prendre ça parce que il y a une fille que j'ai abandonnée, puis j'ai mes 3 enfants que j'ai abandonnés. Ça fait que je suis pas capable de revivre ça une autre fois. Puis ce qui va me monter, c'est que là, je vais le voir, que j'utilise à travers le petit gars, là, son attachement. Je vais voir que j'ai utilisé autrui pour me fuir pendant tout ce temps-là. Puis que c'est très malhonnête d'utiliser les autres pour essayer de m'éviter de me voir. Fait que je vais à cause du petit gars, finalement, je vais arrêter la relation puis je vais essayer de m'accueillir. Je vais m'en aller, m'exiler dans le bout de Valleyfield, là. Je vais essayer de m'accueillir puis je serai pas capable. Pendant 6 mois, là, je fais plus de meeting, je vais plus voir mon parrain, c'est lui qui m'appelle, il s'ennuie. Je suis pas capable de me vivre, je vais louer, il y a un club vidéo, là, je vais me louer 3 films à tous les soirs. La minute je finis de travailler, j'arrive chez moi puis je pars des films jusqu'à temps que je m'endorme à minuit puis je recommence. La fin de semaine, je vais en chercher 8 dans la journée. Le gars du vidéo, il m'adore, là. Je suis son client numéro 1. Puis après 6 mois, je suis en train de capoter.
Fait que je vais me ramasser en thérapie au Trinitaire à Granby. Ils appellent ça de l'agapé-thérapie. C'est une guérison du cœur. C'est une longue 4 avec une 5, là, qui est accompagnée sur une semaine. Puis qu'à la fin de la journée, le petit bout de vie que tu as regardé, tu l'as partagé l'après-midi, puis le soir, tu mets ça dans les mains de Dieu. Puis à la fin de la semaine, moi, je vais vivre une expérience spirituelle. J'ai sorti tout mon bagage encore, là, puis là, je suis dans une salle, on est en fin de journée le vendredi soir, il y a pas personne. Puis dans le coin, il y a une statue de plâtre là, de Jésus, Sacré-Cœur, là. Pas celui qui est saignant, là, celui qui est 2 bras ouverts avec un cœur là, sur la poitrine. Là. Puis moi, je suis hyper sensible. Là. J'ai vécu toute ma semaine, là, tout a remonté au conscient. Puis je vais aller m'accoter la tête sur le cœur de la statue de plâtre. Puis je vais lui dire, je te donne tout. Là. Moi, j'en veux plus de Clément. Je veux plus me battre avec ça. J'en peux plus. T'sais. Puis je vais faire un peu, je vais abdiquer comme j'ai abdiqué avec l'alcool. Et je vais abdiquer avec la perception que j'ai de moi-même, finalement. Là, c'est une statue de plâtre. Puis je vais m'en revenir. Il n'y a pas eu de lumière, il n'y a pas rien eu. Là. Je vais m'en revenir de Granby le dimanche. Mais j'ai l'impression que je suis comme en paix. Là. Il y a comme un vide. Là. Il n'y a plus une blessure qui m'habite. Il y a comme un vide. Quand je reviens, j'apprends que mon parrain il est aux soins intensifs. Il a fait une crise de cœur. Fait que il va ressortir de là, puis il va me demander de sortir son beau-frère. Son beau-frère, il a terminé son alcoolisme avec un AVC, puis il a tombé la moitié du corps paralysé. Mon ami Jean-Paul, mon parrain, il allait le chercher une fois par semaine pour l'amener au meeting. Là, il est plus capable à cause de l'AVC. Il va me demander à moi. Moi, c'est mon meilleur ami. Je suis pas capable de dire non. Ça fait que je vais aller le chercher. Il s'appelle Roger, le gars. Roger, c'est un petit baquet. Là, il fait 5 et 4, à peu près 200, 210. Là. Très gentil. Fait que je vais le chercher à son d'un soin de longue durée. Là. Je vais le chercher. Je l'amène au meeting. Mais après un mois, je suis écœuré. C'est beaucoup de travail. Là. Je vais le chercher à l'hôpital. Je le sors de sa chaise roulante. Je mets la chaise roulante dans le coffre. J'arrive au meeting. Je sors la chaise roulante. Sors le gros du char. Je l'assis dans la chaise. Je le roule au meeting, il va y chercher un café, je suis à côté, le meeting fini, je le ramène, la même petite poutine, je suis tanné après un mois, c'est beaucoup de travail. Mais parce que mon parrain, je l'aime, je vais toffer. Dieu, il va se servir de ce gars-là à moitié paralysé pour me donner mes bons. J'ai fait la paix avec le mauvais de moi, mais à travers ce gars-là, il va donner le bon de moi. En persistant, un mercredi, Roger, il va me dire, t'es donc patient. Un autre mercredi, il va me dire, t'es donc généreux. Un autre mercredi, il va me dire, t'es toujours optimiste. Un autre. Je vais apprendre à travers ce gars-là les bons côtés de moi, que j'ai jamais regardé. Moi, j'ai nourri le pas bon. Ça va être une révélation. Ça va être un point tournant dans ma vie, ça, parce que je vais toffer. Puis un jour, je vais ramener un mercredi, là, je vais ramener Roger à son centre de longue durée. Je rembarque dans mon char, je m'en vais chez nous, puis je me rends compte que je suis heureux. Puis là, je vais comprendre que je suis heureux parce que je fais ça pour Roger. Pas pour moi, pour Roger. Puis là, je vais comprendre que mon bonheur est en autrui. Mon bonheur est pas dans moi. À pratiquer mon programme à travers mes lectures, le parrainage puis les réunions, je vais réaliser que je suis capable de prendre soin de ma paix intérieure, mais que la joie, mon bonheur, la joie, est dans l'autre. Je dois m'avancer à l'autre. Fait que c'est ce qui va arriver tranquillement à travers mes années d'alcoolique anonyme. Là. Je vais persister avec Roger 7 ans de temps. On va faire du meeting ensemble jusqu'à temps qu'il décède. Là, les années, là, c'est moi qui ai rendu le vieux, là. Mes parents, ils ont changé sans arrêt parce qu'ils décédaient un après l'autre, mais ils m'ont tous appris. T'sais. J'ai appris un parrain qui m'avait amené faire une retraite de silence une semaine. La misère à me faire ma gueule une journée, moi. Puis à la fin de la semaine, j'avais vécu une autre expérience qui fait que quand Georges il va décéder, je vais continuer ces fins de semaine-là. On faisait ça une fin de semaine de 3 jours, elle fait du travail pendant 11 ans. C'est moi qui va s'en occuper, puis je vais emmener des membres vivre cette intériorisation. Aujourd'hui, ma source de joie, c'est ma famille. Il y a une fille, j'ai été plus que 2 ans et demi tout seul là, après la thérapie. Puis il y a une membre qui va m'appeler, puis on va commencer à se voisiner tranquillement. Puis aujourd'hui, on est mariés, on a 6 enfants, 8 petits-enfants. Ma joie, c'est autrui. J'ai la chance d'avoir un groupe que j'aime avec des membres qui sont ma famille, puis des filleuls vers qui je peux me tourner. Donc ça, moi, je suis rempli de sources de joie. J'ai juste à m'occuper de mon bien-être le matin en me levant à travers ma poutine aura, là, ma 10 puis mes lectures. Puis après ça, me tourner vers la vie, puis avec un cœur ouvert, parce que la joie est dans l'autre.
Moi, je vous aime, mes amis. Merci. Ah, merci Clément, quel beau message. Ah, tu m'as touché. Vraiment. Et maintenant, on va faire, pour finir, la déclaration de la responsabilité, parce que je pense que, comme tu viens de le dire, c'est ça qui nous rend heureux. Moi aussi, c'est ça qui me rend heureuse. Donc, je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là, et de cela, je suis responsable. Alors, je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Clément, vous, les auditeurs, vous êtes pas là, on n'est pas nécessaire. Et toute notre équipe, François Ausson, souhaite une bonne semaine, puis je vous invite à revenir à l'émission Un jour à la fois la semaine prochaine. À très bientôt. Merci.